Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV et bienvenue à Futur en Seine. Nous sommes à Paris, oui, parce que c'est Futur en Seine, comme le fleuve, la Seine, le grand rendez-vous de l'innovation qui a lieu maintenant depuis 7 ans et donc nous ne pouvions pas faire autrement que de vous proposer un 01 Live spécial en direct de cet événement. Alors, spécial pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous allez voir, dans la forme, c'est un petit peu différent de ce qu'on vous propose habituellement dans 01 Live. François Sorel n'est pas là, ça c'est première spécificité. Rassurez-vous, il n'est pas très loin, il reviendra bientôt. Si vous le suivez à la radio, vous comprendrez qu'il est allé rencontrer un invité exceptionnel. Je n'en dis pas plus. Spécial également parce que je suis un peu malade, je vous dis tout. Donc on espère que j'aurai de la voix jusqu'à la fin de cette émission. Et puis spécial surtout parce que nous sommes ici, eh bien je l'ai dit, à Paris, au carreau du Temple, où a lieu en fait une partie de Futur en Seine consacrée aux startups. C'est le village des innovations. Et nous allons donc parler aujourd'hui d'innovation, de mécanismes d'innovation, d'objets connectés, avec toutes ces nouveautés qui se préparent pour le futur et qui émanent la plupart du temps de jeunes startups françaises. Pour parler de tout ça, c'est La Poste qui nous accueille sur son stand. Merci à La Poste et merci à notre premier invité, Philippe Mielik, directeur création et innovation à La Poste. Merci pour votre hospitalité. Merci. Bonjour. Vous nous direz dans un instant pourquoi La Poste se trouve ici. Et puis nous sommes également avec Robin Nicolas de la société E-Takes Care. Bonjour. J'aurais peut-être besoin de vos services parce que vous fabriquez notamment des thermomètres connectés. Donc je vais peut-être vous l'emprunter tout à l'heure pour savoir si j'ai de la température. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. On va vous donner la parole dans un instant. Mais tout d'abord, donc Philippe Mielik, je l'ai dit, directeur création innovation à La Poste. Qu'est-ce que La Poste, une fois de plus, vient faire dans un événement dédié à l'innovation ? Tout d'abord parce que cet événement-là, on a une ambition commune, La Poste, le groupe La Poste et cet événement Futur en Seine. C'est-à-dire que tous les deux, on est au service de l'innovation pour tous et pour le développement de l'innovation pour tous. Donc ici, effectivement, on va retrouver énormément de monde. On va retrouver des entreprises, des professionnels, mais également des particuliers. On voit, les gens viennent en famille ici. Oui, ils viennent découvrir. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est donc complètement ouvert. Hein, bien sûr. Et donc, cette manifestation. Voilà. Et donc, en dehors de l'écrin formidable que représente l'événement, pour nous, c'est un véritable living lab. Donc, Living Lab. On peut ici confronter nos projets d'innovation face à un public, face à des utilisateurs. On peut tester des choses. Puisque La Poste, on le rappelle évidemment, est en contact direct avec des millions et des millions de clients. Alors, je fais l'étonné comme ça en disant mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mais en réalité, on sait bien que vous êtes depuis quelque temps très engagé dans l'innovation puisque on vous avait vu notamment au CES de Las Vegas, avec un stand très important. Vous aviez emmené dans vos valises des tas de startups. Donc aujourd'hui avec vous, on va voir où vous en êtes à propos d'autres innovations. Et tout d'abord, parlons donc d'une petite chose qui est à la fois toute simple et à la fois très innovante. C'est cette boîte. Cette boîte en carton, voilà. Elle a quelque chose de très particulier. Si je mets n'importe quoi à l'intérieur, un cadeau, une chose à laquelle je suis très attaché, que va-t-il se passer ensuite ? Alors, ça s'appelle Box Temporis. Box Temporis. Alors Box Temporis, c'est un projet d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que tous les ans maintenant, et c'est la deuxième année, on a lancé un programme qui s'appelle 20 projets pour 2020, dans lequel les 260 000 collaborateurs du groupe La Poste peuvent participer. D'accord. Donc que ce soit les collaborateurs français et même les filiales à l'international. Et donc on propose à des innovateurs internes de sortir du bois et de venir nous proposer de nouvelles idées. D'accord, donc vous initiez et vous encouragez l'innovation en interne. Exactement. Et donc ça, c'est quelqu'un de La Poste qui a inventé ça alors ? Et donc ça, c'est deux factrices qui ont inventé ça. Qui a inventé ça. Là, c'est une boîte en carton, donc pour l'instant, c'est pas très innovant. C'est une boîte en carton qui va vous donner la possibilité très bientôt d'envoyer un colis dans le futur. Dans le futur ? C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller dans un bureau de poste, récupérer cette boîte, y mettre ce que vous voulez dedans, des objets personnels, mettre un destinataire, et La Poste s'occupera de le livrer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ou 10 ans si vous le souhaitez. Voilà, c'est pour ça que je parlais de choses auxquelles on attache de l'importance, des souvenirs, des choses comme ça. Alors je l'envoie dans le futur, mais je l'envoie à qui dans le futur ? Alors, tout le concept se fait autour de la notion de souvenir. Voilà. À mes descendants. Vous pouvez l'envoyer dans le futur, vous-même, pourquoi pas, moi-même, oui. pour voir
comment vous avez évolué, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans et où vous en êtes aujourd'hui. D'accord. Ou à un proche, si vous avez envie de fêter un anniversaire spécifique, fêter un événement que vous prévoyez dans C'est l'avenir. amusant. Oui, mais alors vous qu'est-ce pouvez l'anticiper. qui me garantit? Je vais l'envoyer à mes arrière-petits-enfants. Je suis vraiment certain que vous leur livrerez? La Poste a toujours été au rendez-vous concernant les livraisons, et puis ça fait quand même maintenant 500 ans que les gens nous font confiance sur la livraison. Bon, 500 ans, ça va. Ça veut dire que vous avez on un peu de background. a à peu près un background où on peut se dire qu'on y arrivera. Alors c'est amusant, effectivement, cette innovation, qui n'est pas très technologique, mais elle est bel et bien tournée vers le futur, en tout cas. Autre chose, un autre projet plutôt sympa que vous hébergez, qui s'appelle Oh My Keys. Alors, Oh My Keys, c'est également une start-up interne issue des projets pour 2020. Le concept, c'est effectivement du gardiennage de clés. C'est-à-dire qu'elle a une double vocation. Soit vous souhaitez que la Poste garde vos clés de façon à ce que si vous perdez un jeu de clés, vous savez tout de suite où le retrouver et on peut vous le livrer très très rapidement. Ouais. Alors bon, je voulais vous montrer mes clés pour que ça soit parlant, mais je les ai pas sous la main. Puis on avait un petit pins là tout à l'heure, on avait Oh My Keys, ouais. pour Oh My Keys. Voilà, si on peut me l'envoyer, hop, allez, en direct live, tac. Voilà. Oh My Keys, bon, pour l'instant c'est encore un peu du concept, donc je vous montre le pins et vous poursuivez vos explications. Ou tout simplement, si vous disposez de logements que vous souhaitez louer, la Poste peut effectivement, par un principe d'entrée de sortie, de code unique par clé, je gérer vous vos confie clés. mes clés. Oui. Quand j'ai besoin que vous, par exemple, je loue mon appartement au hasard en passant par une grande plateforme qui fait de la location saisonnière. Et par exemple. Oui, mais alors là, en l'occurrence, tiens, voilà, ça c'est une question. Je veux louer mon appartement. Est-ce que vous allez juste donner les clés à la personne ou ça peut aller un petit peu plus loin le service? Non, on remet juste les clés. Oh My Keys, ça remet effectivement juste les clés. Par contre, ça peut les remettre où on veut, quand on veut. Enfin, c'est un service qui est On peut fixer un rendez-vous précis? Exactement, on peut fixer un rendez-vous précis. Oui, parce qu'envoyer les clés par la poste, en même temps, ça se fait depuis toujours. Hein. C'est pas moi, chaque fois que ma mère vient chez moi, elle oublie ses clés, il faut que je lui renvoie par la poste. Classique. D'accord. Oh My Keys, donc, ce qui est une autre start-up, entre guillemets, hébergée. Interne, c'est une start-up interne. Alors, il y a des choses très, très techniques sur lesquelles vous travaillez depuis pas mal de temps déjà. Et notamment, il y a ce hub qui avait été annoncé il y a 2 ans, hein, le hub pour objets connectés. Oui. Où là, c'était vraiment, on est tombé du ciel. On s'est dit, mais qu'est-ce que la Poste vient lancer un hub pour objets connectés? Et puis oui, c'est une affaire finalement qui fait son bonhomme de chemin. Donc ça en est où aujourd'hui? Et ça sert à quoi? Et ça en est où? Alors, tout simplement, c'est un hub qui va permettre effectivement d'agréger tous les objets connectés que l'on dispose à la maison, quelle que soit la marque, entre eux, de façon à créer des scénarios entre les différents objets connectés. D'accord. Quand vous dites scénario, très concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être, tout à l'heure on va parler par exemple d'un thermomètre que l'on place, on va en parler dans un instant, que l'on peut placer sur son enfant pour voir s'il a de la température. Si vous l'interconnectez ce thermomètre avec d'autres objets chez vous, on peut imaginer plein de scénarios. Par exemple que si l'enfant a de la fièvre, une lampe s'allume. Tout simplement. Oui, pourquoi pas. Voilà. Ou ça ouvre la fenêtre. Ou ça ouvre la fenêtre. En tout cas, vous avez une alerte peut-être un peu plus visible qu'une notification sur son téléphone. D'accord. Donc on peut créer... il y a l'aspect hardware et l'aspect logiciel aussi. Effectivement, l'aspect hardware, on travaille avec beaucoup de startups aujourd'hui dans un programme qui s'appelle French IoT. Oui. Oui, qui est un programme national. Hein, qui est un programme national. IoT, Internet of Things, donc les objets connectés à la française. Exactement. Et voilà, donc on collabore avec toutes ces startups-là, effectivement, pour agréger, plugger différents objets sur le hub, de manière à ce que l'on soit le plus exhaustif possible et de pouvoir proposer aux usagers un maximum de scénarios possibles, qui à terme pourront donner lieu également à déclencher des services facteurs. Et le premier service facteur que l'on va effectivement plugger sur ce hub, il s'appelle Veiller sur mes parents. Et il va sortir en octobre. Et c'est quoi? Et qui va faire en sorte que les facteurs puissent effectivement passer à domicile pour voir si les personnes âgées vont bien ou si elles ont besoin. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les métiers des facteurs évoluent beaucoup et ils sont amenés à faire des tas de choses différentes. Très bien, vous restez avec nous, Philippe Mielik. Et donc, on donne la parole à notre deuxième invité, Robin Nicolas. Alors, ça vous intéresse, cette plateforme? Bonjour. Oui, complètement, parce que ça permet donc à Toki, dans le thermomètre connecté,
à s'intégrer voilà, dans un univers d'objets connectés, de dispositifs médicaux connectés. Et pour tout ça, pour faciliter le service de la famille, voilà, vraiment de s'intégrer dans un plus produit, dans un environnement complètement familial et domestique, on va dire. Ouais. Alors, It Takes Care est donc une toute jeune entreprise qui a l'ambition de fabriquer des produits pour la santé. Et le premier que vous vous apprêtez à commercialiser, je crois qu'il est pas encore sorti. Absolument, voilà, tout à fait. C'est donc, alors c'est très pratique, ça intéressera certainement beaucoup de gens. C'est un petit thermomètre pour les petits enfants. Voilà, en fait, c'est le tout premier thermomètre connecté pour la petite enfance, donc de 0 à peu près à 5 donc ans. je peux le montrer ici. Donc son principal atout, c'est qu'il ne dérange pas l'enfant et ne dérange pas les parents en fait. Donc il vient avec un adhésif double face. Vous le positionnez sous l'aisselle de l'enfant pour bien prendre la température de manière fiable. Sur la peau. Absolument. Complètement biocompatible, etc. Et ça envoie les informations de température à un smartphone ou à une tablette. Donc, mais bon, quand on a un enfant malade, on ne va pas lui coller ça toute la journée, toute sa non, vie. effectivement, c'est plus particulièrement pour les épisodes fiévreux, qui durent en moyenne 3-4 jours, voilà, comme ça, par 3-4 jours. Et donc du coup, ça évite, par exemple, on le met le soir, on le couche l'enfant, et comme ça, les parents peuvent... S'il y a un pic de fièvre, on reçoit une alerte. Exactement. Donc ça, même quand on dort, on est prévenu en cas d'alerte, on est prévenu aussi en cas de convulsion fébrile, et on peut même savoir dans quelle position dort l'enfant, parce que certains pédiatres préconisent telle ou telle position. Donc ça peut être, voilà, instantanément... Voilà. Est-ce qu'il faut faire dormir les enfants sur le dos, sur le côté? Comme ça, si... Ça fait 15 ans que ça dure, on n'a toujours pas la réponse. Bon, en tout cas, on peut suivre la recommandation du pédiatre. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est le premier produit, il y en aura d'autres par la suite. Absolument, on va lancer donc tout début 2017 d'autres produits, d'autres dispositifs médicaux qui seront autour de l'enfance, mais pourquoi pas aussi autour de l'adulte, bien sûr. Ouais, thermomètre toujours. C'est un marché qui devient quand même avec beaucoup de monde. Hein. C'est pas un peu embouteillé aujourd'hui les objets connectés pour la santé? Pas du tout, puisque nous sommes le premier thermomètre connecté justement à voir le jour. C'est vraiment un dispositif médical, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un gadget. Ce sera donc vendu en pharmacie, en périculture. Mais c'est vraiment, voilà, il y a une norme de dispositifs médicaux. Donc du coup, bon, c'est pas, il y a quand même un ticket d'entrée pour venir en Europe notamment. D'accord. Vous imaginez, vous espérez alors parce qu'on a déjà des champions des objets connectés, notamment dédiés à la santé en France. Évidemment, on va citer WeThings. Tout à fait. WeThings qui aujourd'hui caracole en tête dans plusieurs pays pour différents types d'objets, qui vient d'être racheté par Nokia. Ce qui va lui assurer donc une nouvelle vie en quelque sorte. C'est ça l'avenir d'une start-up, c'est à terme de se faire racheter par un grand groupe comme Nokia? En tout cas, nous, on a vraiment une ambition internationale puisque simultanément à la commercialisation en France, on va lancer le produit en Espagne et puis très rapidement après dans d'autres pays européens. Donc on a clairement une conquête à l'international. Et bon, bien sûr, on est ouvert à toute proposition et voilà, à toutes les opportunités qui pourraient nous faire... Bien sûr. Si par exemple un investisseur nous entend, là, s'il est dans les allées du village de l'innovation à Futur en Scène, qu'il n'hésite pas à venir vous voir. Absolument, absolument. Okay, on a bien compris. Vous faites passer le message. Très bien. Donc ça s'appelle Lucky, c'est ça? Tucky. Ça coûtera... Alors ça sera en dessous le prix, la date de sortie en dessous de 100 €. En dessous de 100 €. Et ce sera disponible vraiment dans la distribution à partir du mois de septembre. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, donc, Robin Nicolas de It Takes Care. Philippe Mielik, d'autres... Je peux rajouter quelque chose. Simplement, le programme French IoT, on est à la saison 2. Les dépôts de dossiers pour la saison 2 s'arrêtent le 17 juin. Donc, que les startups autour de l'IoT n'hésitent pas, se fassent connaître et viennent sur notre site pour déposer un dossier. Très bien. Voilà. Écoutez, voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes dans l'IoT à la française, vous savez que vous pouvez trouver du soutien du côté de la Poste. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Restez avec nous. On va parler tout de suite d'objets connectés assez insolites. Un parapluie connecté. Et puis, on va parler également de partage, d'autopartage, mais avec des choses plutôt sympas. En plus, c'est la suite de 01 Live en direct. Enfin, pas en direct, mais c'est la suite de 01 Live à Futur en Scène. C'est le retour de 01 Live spécial Futur en Scène et regardez ce que j'ai ici. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, jour où nous enregistrons
ce programme. Il fait beau à Paris, je dis vraiment exceptionnellement, parce que si vous habitez Paris, vous le savez, enfin, c'est tout pourri en ce moment depuis très longtemps. Malgré tout, voilà, j'ai le parapluie. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'on sait que ça porte malheur si on est en intérieur, donc je ne voudrais quand même pas relancer la pluie. Ce parapluie, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes un fidèle de 01net TV, parce que on vous l'avait présenté en janvier au CES de Las Vegas. Et son créateur, son co-créateur est avec nous, Clément Guillot. Bonjour. Bonjour, de la société Wezoo. Ce Umbrella, vous allez nous dire dans un instant où en est le développement de cette innovation 100% française. Deuxième invité à mes côtés, Laurent Benveniste. Bonjour. De la société Carbip. Et vous avez développé une application d'autopartage, mais qui fait plus que de l'autopartage. Tout à fait. On va commencer par le parapluie. Alors, Umbrella, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que ce parapluie connecté. Alors c'est un parapluie dans lequel on a installé au bout de la poignée, je ne sais pas comment on peut le montrer. Voilà. On va dire que jusque-là, tout ça, c'est un parapluie normal. Enfin, toute la Classique. partie parapluie, elle est normale. Mais c'est dans le manche que ça se passe. Voilà. Alors dans le bout de la poignée, il y a une petite puce comme ceci qui va s'installer là et qui fait office de capteur météo en fait. Okay. Il y a des sensors qui détectent la pression, la température, l'humidité et la luminosité. Tout ça, c'est envoyé en Bluetooth au smartphone. Et du smartphone, c'est envoyé sur notre plateforme qui est dans le cloud, qui s'appelle Wezoo, qui est le nom de la société. Donc WE2Z2O. Exactement. Je me demandais ce que c'était que ce nom, je crois avoir deviné. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Moi, ça me fait penser à Weather. Exact. Ah, voilà. Je suis fort. Et comme l'idée de Wezoo, c'était de la météo communautaire, ouais. En anglais, c'est dire Weather by You, Wezoo. Voilà. D'accord. L'explication du nom. Voilà. Donc, le parapluie détecte quand il va pleuvoir. Quand il détecte ou quand il pleut, en fait, il détecte quand on s'en sert. Quand on s'en sert, il envoie de l'information. Donc évidemment, quand on s'en sert, on n'a pas besoin d'avoir l'information soit qu'il pleut, puisqu'on est dessous, donc on le sait. Mais par contre, ça permet d'alerter les autres. En fait, avec toutes les données qu'on agrège par les parapluies et par l'application qui existe déjà, donc Wezoo, on peut en temps réel créer des alertes pour prévenir les gens qui sont quelques kilomètres, quelques centaines de mètres au-devant d'une précipitation. Sur le smartphone, là aussi, une notification qui arrive qui dit « Il pleut dans un quart d'heure, si tu dois sortir, prends ton parapluie ». C'est le parapluie des uns qui sert d'alerte aux autres. Exactement, c'est un parapluie communautaire qui est dans la lignée de l'application communautaire qu'on avait lancée. Ça, c'est le premier service, à travers la captation de données, l'alerte autour de la météo. Et puis l'autre problématique à laquelle on s'est attaché de répondre, c'est le parapluie qu'on oublie ou qu'on perd. Qui arrive très souvent. Ça arrive. Et donc là, on utilise toujours la connexion Bluetooth. On va au restaurant, il pleuvait, on le pose à l'entrée, on sort, il pleut plus, on l'oublie. Donc là, on envoie une autre alerte sur le smartphone toujours, et qui apparaît, qui dit ne me quitte pas et viens me récupérer. Donc on n'oublie plus jamais son parapluie. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est un vrai service. Super. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le parapluie inoubliable. À la fois côté design, qu'on a peu évoqué, mais qui a aussi ce pouvoir d'attractivité, mais aussi sur tous les services qu'on rend, avant de l'utiliser ou après l'avoir utilisé. Donc là, on précise que là, il est un peu flashy, hein, votre parapluie, mais on n'est pas obligé de prendre ce modèle-là. Il y a plusieurs modèles. Alors, il y a 3 modèles en termes de couleur. Celui-là qu'on appelle le Shiny, donc il porte bien son nom parce qu'il est très lumineux et très chatoyant. Il y a un plus classique noir et un très beau blanc aussi. Et puis en termes de taille, là c'est aussi un produit très grand et aussi celui qui tient dans le sac à main ou dans le sac à dos. Alors Clément Guillot, on s'était vu, je l'ai dit, en janvier au CES de Las Vegas. Vous présentiez votre produit qui avait déjà d'ailleurs retenu pas mal l'attention parce que c'était assez insolite, voilà, ça a bien plu. Hein. Ouais. Où en êtes-vous aujourd'hui du développement? Parce que ça c'est important finalement. Souvent on présente des produits la première fois au tout début du projet et puis après on s'en occupe plus trop. Il y en a qui meurent malheureusement, il y en a d'autres heureusement qui arrivent à percer, à exploser. Vous en êtes où? Alors on a bien progressé parce qu'au CES en effet on présentait une première version du prototype. Depuis, on a fait notamment une campagne de financement participatif et qu'on a réussi avec succès sur Kickstarter, donc la plateforme américaine, qui nous a permis de toucher plusieurs centaines de premiers soutiens à travers le monde. Donc on a beaucoup de gens en Amérique du Nord, en Angleterre, en Allemagne, en France, au Japon qui sont intéressés par recevoir le produit. On continue cette campagne sur une autre plateforme parce qu'il y a beaucoup de gens qui après que la campagne soit terminée sur Kickstarter ont dit moi j'ai pas eu le temps, etc. Donc on est sur une autre plateforme qui s'appelle Indiegogo. Et en parallèle on travaille à la préparation de la phase suivante qui est l'industrialisation. Donc moi je vois beaucoup de sociétés à la fois sur le côté plasturgie, sur le côté électronique pour passer à la phase suivante qui est de produire en masse. Alors parlez-nous un petit peu de ça parce que c'est super intéressant au fond. Quand on est une start-up, comment est-ce que, c'est-à-dire une start-up par définition avec peu de moyens, peu de personnes,
comment est-ce qu'on fait pour développer un produit hardware où on est des Français, on n'est pas en Asie ici, on n'a pas forcément le savoir-faire de tout ce qui concerne les puces électroniques et autres. Et puis là, ça devient compliqué de fabriquer physiquement des produits. On n'est pas dans le logiciel, pas seulement en tout cas. C'est vrai que nous, on vient du logiciel en plus, du monde de l'application, du software. Pour passer sur un objet comme ça, on s'est beaucoup posé de questions. En fait, il y a beaucoup de facilité maintenant à travers déjà l'impression 3D. Tous les essais qu'on a fait avec notre studio de design qui s'appelle Escabo, on a fait des essais à travers des impressions 3D, donc c'est beaucoup plus souple à mettre en place. Et puis sur la partie électronique, on a pu, avant d'arriver à cette puce-là, faire des essais à travers des choses très clés en main, à travers Arduino, c'est des plateformes que certains téléspectateurs connaîtront. Oui, Arduino, c'est-à-dire que c'est un tout petit ordinateur. Tout petit, on fait des petits branchements, on teste comment ça marche, on teste la communication entre le smartphone, on voit si les capteurs fonctionnent bien, si l'information qu'on arrive à faire remonter est celle qu'on souhaite avoir au final. Et après, on passe à la miniaturisation, donc arriver à ce produit qu'on a vraiment créé avec notre bureau d'études qui s'appelle Exotic System. Donc les deux que j'ai évoqués sont en France, c'est des sociétés françaises avec lesquelles on travaille. Et puis pour la phase suivante, là aussi il y a beaucoup de boîtes en France qui sont sur cette filière-là, avec lesquelles on essaie de travailler sur l'électronique, sur la plasturgie. Donc essayer de trouver aussi des partenaires si on peut au maximum en France. Il y a beaucoup de choses qui se font en Asie sur l'électronique. Si on peut nous faire un maximum en France, c'est ce qu'on va essayer de privilégier évidemment. Très bien. Donc il devrait sortir quand, être commercialisé? Alors les premiers soutiens qui nous ont suivis sur Kickstarter et maintenant sur Indiegogo seront livrés à l'automne. Évidemment c'est à l'automne qu'on en aura besoin. Ouais. Là on en aurait bien besoin ces jours-ci. C'est sûr que si vous aviez sorti ça au mois d'août, voilà, ça sert d'ombrelle aussi. Ça sert d'ombrelle aussi, c'est assez pratique. Ah oui. Donc à l'automne, on pourra livrer nos premiers soutiens. Et puis l'idée, c'est d'à partir de 2017 de vraiment passer sur une industrialisation plus forte et une commercialisation plus mondiale. Et donc retourner au CES pour aller voir encore plus de distributeurs. On en avait déjà vu cette année, c'était très tôt, mais d'entretenir ces contacts-là. Très bien. Donc on vous reverra probablement au CES de Las Vegas en janvier prochain. Parfait. Vous restez avec nous, Clément Guillot. Et on va parler maintenant de choses qui sont, donc pour le coup, pas du tout hardware. Vous êtes dans le service. Laurent Benveniste, Car Bip. Donc car comme une voiture et bip comme un bip bip, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, oui. C'est une appli de covoiturage, mais je disais covoiturage, mais pas seulement. Oui, tout à fait. En fait, le covoiturage est un des aspects. Et nous, on préfère parler d'amélioration de l'usage de la voiture par le partage. Et donc, covoiturage, c'est emmener des gens avec soi. Ouais. Ça se pratique déjà. Voilà, je fais Paris-Marseille dans 2 jours. Qui veut venir? On partage les frais, etc. Donc, c'est un système de petites annonces. Qui veut venir, on partage les frais, ça marche très bien. Oui, puis alors il y a quelques licornes françaises, il y a Blablacar, bien entendu. Blablacar, tout à fait. Nous, on va être plutôt sur le quotidien, et donc effectivement, dans une optique où le petit système de petites annonces ne fonctionne pas très bien parce qu'on a du mal tous les matins à dire je pars maintenant et puis je vais aller sur mon lieu de travail. C'est très fastidieux, personne ne fait ça. D'accord. Et puis au-delà de l'autopartage, du covoiturage, il y a l'autopartage, donc le fait de pouvoir prêter sa voiture à quelqu'un. On part du principe que ce n'est pas un geste facile de prêter sa voiture. Alors, il y a des plateformes professionnelles qui se sont lancées sur ces créneaux-là. Et donc, nous, notre angle, c'est plutôt de se dire que déjà, on le fait peut-être déjà ou on pourrait être amené à le faire beaucoup plus facilement au sein de sa communauté. Donc, des gens en qui on a confiance, qu'on connaît, qui sont en plus très probablement des gens qui habitent pas très loin de chez nous, donc avec lesquels c'est assez facile finalement de se retrouver pour prêter les clés. Et on peut décider à la dernière minute, c'est ce que vous avez l'air de dire. On peut décider à la dernière minute ou... Donc, par exemple, demain dimanche, allez, je ne me sers pas de ma voiture. Je fais quoi? Je signale sur l'appli. Même pas, c'est ça qui est génial. Voilà. Ah bon? C'est que l'appli, en fait, apprend comment vous utilisez votre voiture. Ouais. Et ça, c'est sur une technologie mais attendez, l'appli ne va pas proposer ma voiture à n'importe qui sans que je sois au courant. Ça, bien sûr que non. Ce qu'elle va apprendre, c'est votre... typologie d'usager. Ouais. Quand est-ce que vous utilisez votre voiture? Si par exemple de façon récurrente le week-end vous ne l'utilisez pas, si pendant la semaine vous faites pratiquement toujours le même trajet. Oui, mais ça peut être très aléatoire. Alors, oui, ça peut être aléatoire. On a tous certaines habitudes et puis des choses qu'on fait inhabituellement. Voilà, absolument. Donc on va travailler sur ces habitudes. Vous laissez la possibilité d'annoncer ce qui sort du courant, de l'habituel. Mais sur ces habitudes, déjà vous permettre, et c'est là où effectivement je rejoins votre point, je ne veux pas que ma voiture soit utilisée par tout le monde et que tout le monde ait ces informations-là. Voilà. C'est quand même sensible. Ouais. Eh bien, c'est vous qui allez choisir à qui vous partagez cette information. D'accord. Et donc c'est un agenda, parce qu'en fait c'est une représentation assez simple finalement d'un usage dans le temps qui se projette.
sur une timeline, en fait, sur l'écran du smartphone. Et cet agenda, voilà, on voit quelques images là, de votre application. Voilà, vous voyez quelques créneaux. Et donc, de façon très simple, vous allez voir les créneaux où la voiture est utilisée. Ça, c'est un peu le passé. Et les créneaux où on projette... Vous parlez de créneaux horaires, hein, pas de créneaux stationnement. Horaires, absolument. Ça, c'est les véhicules autonomes. Il y en a quelques démos à Futur en scène, très intéressantes. Mais ce n'est pas notre sujet. Et encore une fois, le point important, c'est le partage avec les gens en qui vous avez confiance. C'est eux qui vont pouvoir avoir cette information et donc ils vont pouvoir vous dire tiens, un ami, un voisin, mais pas n'importe qui. Mais pas n'importe qui. Jérôme, tu n'utilises pas ta voiture samedi prochain, est-ce que tu peux me la prêter? D'accord. Voilà, c'est ça la base de notre système. Donc, communauté de on gens. peut le faire déjà par SMS, non? Alors, est-ce que vous le faites par SMS? Non, je ne prête pas ma voiture, moi. Alors, on va amener les gens à la prêter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait me demander, par exemple, à m'emprunter ma voiture. C'est l'emprunteur qui va solliciter en général. Solliciter en disant « Je vois que la voiture n'est pas utilisée, est-ce que je pourrais l'emprunter ?» Ah oui, voilà, c'est-à-dire vous répondez déjà à la question, la voiture est-elle libre ou pas finalement? C'est ça. Okay. Et on partage cette information. Et puis au-delà de ça, en fait, on le sait, les voitures sont, les statistiques le disent, très peu utilisées. 95% du temps, elles sont sur un parking. Et quand elles roulent, il y a une personne dedans en moyenne, voilà, pour faire très peu de kilomètres et y passer beaucoup de temps. C'est l'expérience qu'on a pratiquement tous dans les grandes villes. Mais au-delà de ça, combien de temps on passe vraiment dans sa voiture? Qu'est-ce qu'on fait comme trajet? Quel est le moment le plus opportun pour la prêter ou pour amener quelqu'un à l'utiliser avec soi? Finalement, on n'a pas beaucoup d'outils et le SMS n'est pas d'une grande aide sur ces thématiques-là. Absolument. Très bien. Donc Carbip, l'appli est disponible? L'appli est disponible sur Android, elle peut être téléchargée, elle est gratuite. Pas sur iPhone? Et elle sort sur iPhone d'ici quelques jours, très rapidement. D'accord, c'est gratuit? Donc, alors, l'utilisation, l'accès, effectivement, l'accès au service est gratuit. Et alors, quel est votre modèle économique? Notre modèle économique, c'est de répartir les frais d'usage du véhicule, parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt à prêter sa voiture. On ne prête pas facilement sa voiture. Non, donc l'intérêt, c'est que si vous prêtez votre voiture, qu'elle est utilisée par 2-3 personnes et de façon de plus en plus régulière, c'est un petit peu logique de répartir les frais d'usage de la voiture sur ces 2-3 personnes. Et en fait, si vous étirez un petit peu le modèle, on est vraiment sur utiliser une voiture en tant que service à plusieurs personnes qui se connaissent et qui se font confiance, voire peut-être même la prochaine voiture, l'acheter. À plusieurs. Et donc l'assurance, et donc effectivement gérer toute la logistique du partage de la voiture. C'est vrai qu'on est vraiment dans des usages nouveaux qui se répandent à la vitesse grand V, notamment auprès des jeunes, auprès des étudiants moins fortunés, etc. Oui, et puis des générations. Ça répond à un vrai besoin aujourd'hui. Tout à fait, ce sont des générations qui sont dans une optique service et pas dans une optique possession. Voilà, exactement. Donc avoir sa voiture à soi, c'est ringard finalement. Bien, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Juste avant de conclure, donc il y a des choses particulières qui vous ont plu à Futur en Scène. Qu'est-ce qui vous a... Il y a quelque chose qui a retenu votre attention cette année. Alors c'est vrai qu'on parle de voitures autonomes, on l'a dit. Il y a pas mal de démos en matière de réalité virtuelle aussi. Qu'est-ce que vous avez eu? Peut-être que vous n'avez pas du tout eu le temps de vous balader dans les allées. Très peu pour ma part. J'ai retenté la réalité virtuelle, mais il faut avouer que ça vous plaît pas? Un problème d'oreille interne parce que ça me met dans un état qui n'est pas très confortable. Donc je fais partie des 5% de la population après qui sont pas faits pour la réalité virtuelle. D'accord. J'ai retenté le coup, mais c'est pas un succès. Très bien, parfait. Moi, ce que j'aime bien dans Futur en Scène, c'est l'ambiance. C'est quand vous regardez autour de nous, c'est la multiplicité du public. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes un peu plus âgées. Voilà, c'est pas du tout un salon professionnel. On n'est pas ici au CES de Las Vegas. On n'est pas à l'IFA de Berlin. On est dans une manifestation de présentation et de démocratisation vraiment des technologies. C'est super, ça me permet précisément de vous inviter à passer à Futur en Scène si vous êtes à Paris encore ce week-end. Alors Futur en Scène, l'ensemble de la manifestation qui se déroule en Ile-de-France dure jusqu'au 19 juin. L'endroit où nous sommes ici, donc, qui est le village des innovations pour découvrir toutes ces startups, notamment nos invités, c'est jusqu'à ce dimanche 11 juin. C'est bien ça, non, le 11 c'est samedi, donc c'est dimanche 12 juin. Vous pouvez venir, c'est au Carreau du Temple à Paris. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup à nos invités, merci à la Poste qui nous a accueillis sur son stand ici à Futur en Scène. Merci et bravo au passage à mes amis Jean-David Duarte et Thomas Remire qui assuraient la réalisation technique de ce live. Sans oublier Claire Matisse, sans oublier également Marine. Voilà, je pense que forcément je dois oublier quelqu'un. Bref, toute l'équipe qui nous a permis de réaliser ce live. Merci de nous suivre sur 01net TV. À très vite et je vous promets, François Sorel va revenir. Allez, à plus, portez-vous bien. Bye.